Bonsoir. Donc, on demande encore plus de patience, mais ça va faire vite. La dernière communication de cette journée, c'est le professeur Hida, qui va donc communiquer sur la pathologie eosinophile. Et je pense qu'il va beaucoup plus se focaliser sur l'œsophagite eosinophile, qui est de loin la plus fréquente, et juste rappeler les autres entités. Merci à toi, Sehida, et à toi la parole. Merci, cher ami. Ah oui, donc j'ai intérêt à abréger cette présentation parce que tout le monde est fatigué. C'est vrai, c'est une pathologie qui est rare. Juste un message, quand on traite des maladies rares dans un congrès de pédiatrie générale, c'est pour avoir certains outils, comment se référer, comment avoir des repères dans le cadre des maladies les plus courantes. Donc, vous allez le voir, donc, la pathologie digestive eosinophile, c'est vrai, c'est des maladies rares. Ces maladies émergentes, vous allez sûrement les voir. Donc, mais il faut savoir les repérer dans un tas de diagnostics, on va le voir, puisque l'exclusion diagnostique, c'est un pilier important dans ce domaine-là. Donc, c'est quoi la pathologie digestive eosinophile? C'est la conséquence d'une infiltration importante par des eosinophiles d'un segment de type digestif. Et c'est une affection rare, comme je l'ai dit, mais en augmentation, c'est une maladie émergente. Les symptômes sont très variés et non spécifiques. Voilà ce qui fait un petit peu la problématique. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut y penser. Et ils dépendent de la profondeur de l'atteinte, de l'infiltration eosinophile et du segment atteint. Est-ce que c'est l'œsophage, c'est l'estomac, l'intestin grêle ou bien le côlon? Le diagnostic, il faut le dire d'emblée, c'est histologique, d'où l'importance des biopsies digestives étagées devant la suspicion. Il y a deux grands groupes de pathologies digestives eosinophiles. Il y a les œsophagites eosinophiles que vous avez commencé à connaître. C'est une entité qui est bien identifiée, donc il y a des protocoles, il y a des recommandations assez claires. Le deuxième groupe, c'est les pathologies digestives eosinophiles au-delà de l'atteinte digestive, donc qu'appellent les Anglais EGID, donc gastrointestinal disease beyond œsophagite eosinophile. Voilà. Donc je vais focaliser sur la plus fréquente, qui est la plus connue, les œsophagites eosinophiles, puisqu'il y a des recommandations de la Société européenne de gastroentérologie pédiatrique en 2014. Elle a été mise à jour en 2024, donc on s'est inspiré de ces recommandations pour avoir quelques repères pour le diagnostic et pour la prise en charge. Donc on va commencer par une vignette clinique pour mettre dans le bain. J'ai choisi une présentation qui illustre un petit peu avec des leçons, peut-être des réflexes qu'il faut avoir devant ces situations-là. Donc, je l'ai appelé Ismaïl, c'est un garçon de 3 ans qui a été amené pour une évaluation de sa croissance insuffisante. La maman, elle a constaté que son petit ne grandit pas très bien. Sa mère, elle rapporte en plus de ça la notion de reflux gastro-œsophagien lorsqu'il était bébé et il a disparu à l'âge d'1 an. Donc, tout à l'heure, mon ami Abkhalil a très bien parlé de reflux gastro-œsophagien. C'est vrai, donc il faut penser au diagnostic différentiel dans les deux sens. Et c'est un enfant, c'est un bébé qui est difficile à nourrir, donc ce que rapporte la maman. Donc, c'est comme un petit mangeur. Au début, il mettait de la nourriture dans la bouche, mais il n'arrive pas à l'avaler. Donc, il y a quand même des difficultés chez ce bébé à avaler. Et plus récemment, elle a refusé de manger la plupart des aliments solides. Donc, il a une sélection des aliments qui sont mous et liquides. Donc, et la dysphagie, d'ailleurs, chez les tout petits, donc c'est très difficile de l'apprécier, mais il faut voir un petit peu l'aspect des aliments que préfère le bébé pour voir est-ce que c'est une dysphagie. Donc, dans l'analyse, comme tout pédiatre, de cet enfant-là, donc c'est l'analyse de la croissance qui est très importante. Tout à l'heure, après il parlait de reflux, donc il y a des diagnostics différentiels. Nous, les pédiatres, on a un outil de diagnostic et qui va nous tirer la sonnette d'alarme, c'est l'évaluation de la croissance. Chaque fois qu'on a un symptôme avec un retentissement, il faut explorer. Voilà donc pour
Donc c'est un bébé qui a commencé à changer de couloir de vitesse de la moyenne, de la courbe moyenne à moins une déviation standard. Son examen physique, il était sans particularité à part donc, quelques lésions d'eczéma. Ce bébé a bénéficié du bilan biologique, des tests de laboratoire qui sont normaux. Donc, vous imaginez les bilans standards, numération, etc. Donc, il n'y avait rien. Donc, et l'évaluation nutritionnelle, c'est très important, à l'interrogatoire pour voir est-ce que c'est un bon mangeur ou un petit mangeur, pour voir un petit peu ce qu'il répond à ses besoins caloriques et énergétiques. Donc, chez ce bébé, il ne satisfait pas, vu cette sélection qu'elle a, vu cette dysphagie un petit peu cachée. Le pédiatre, donc, il a été mis sous EPP pendant 2 mois, mais sans aucune amélioration. Donc, c'est un bébé qui nécessite quand même une exploration. Vous êtes d'accord ? Un bébé qui ne mange pas bien, qui ne répond, il a un fléchissement pondéral, il a une alimentation qui est très difficile. L'examen qu'il faut demander, c'est quoi? Fibroscopie. Donc, on a fait une endoscopie. On est tombé sur un aspect particulier, donc c'est cet exudat blanchâtre de la muqueuse œsophagienne. Donc les endoscopistes connaissent très bien maintenant cet aspect de l'œsophagite à eosinophile. Donc, mais le diagnostic ne peut être qu'à l'histologie. Il faut faire au moins 4 à 6 biopsies au niveau de l'œsophage. Et l'anapathe nous répond qu'il y a 34 eosinophiles par champ de fort grossissement dans l'épithélium avec des biopsies gastriques et duodénales normales. Parce qu'il faut faire quand même, donc il ne faut pas s'arrêter aux biopsies de l'œsophage, mais il faut faire des biopsies gastriques, duodénales, pour voir est-ce que c'est une œsophagite à eosinophile ou bien c'est une eosinophilie dans le cadre d'une maladie plus étendue. Voilà donc l'histologie. Dans le complément de bilan, donc, puisqu'il fait partie des maladies allergiques, je parle sous le contrôle de mon ami, c'est Tahir, l'allergologue, les IgE sériques spécifiques aux aliments et les tests cutanés ils ont montré une sensibilisation au blé et aux œufs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est l'éviction de ces 2 aliments. Ces aliments ont été donc retirés de son régime et puis on l'a suivi pendant 6 mois. Donc, l'enfant reprend son appétit et elle a commencé à améliorer sa courbe pondérale par rapport à la courbe auparavant. Donc, voilà, c'est une observation qui résume un petit peu cette œsophagite à eosinophilie. C'est quoi cette œsophagite à eosinophile? C'est une dysmotricité œsophagienne dysimmunitaire, donc secondaire à un infiltrant inflammatoire localisé au niveau de l'œsophage. Et il faut exiger au moins, donc quand l'histologie est positive, sur au moins une biopsie œsophagienne, puisqu'on fait 6. Donc si on a un prélèvement où il y a de l'ésophénie, donc c'est le diagnostic. Et bien sûr, il y a un autre élément, c'est après exclusion des autres causes systémiques et locales d'éosinophilie œsophagienne. C'est très important. Je passe rapidement sur les rappels concernant la physiopathologie. Donc, c'est une maladie multifactorielle. Il y a de l'atopie, il y a l'environnement, il y a de la génétique, il y a le genre, c'est-à-dire les plus fréquentes chez les garçons, etc. Pour résumer un petit peu le mécanisme physiopathologique, donc il y a des allergènes qui peuvent être surtout alimentaires, donc ou inhalés. Donc il y a toute une cascade d'activation œsophagienne, une cascade des cytokines, avec une infiltration des eosinophiles au niveau de la muqueuse œsophagienne. Voilà, donc les autres facteurs, ce schéma, donc, il est très important pour comprendre même la chronologie des symptômes. Donc, c'est la corrélation entre c'est les aspects anatomocliniques. Vous avez la première, donc c'est l'œsophage, quand il est normal, l'histologie est normale, le calibre de l'œsophage est tout à fait normal, avec l'infiltration, donc c'est des aspects
de lésions linéaires. Donc on voit au niveau de... Donc c'est plutôt inflammatoire, avec déjà l'épaisseur de l'œsophage, de la paroi œsophagienne qui augmente et le calibre œsophagien qui diminue. Il y a un stade tardif, et c'est l'apanage du grand enfant et l'adulte, où il y a des sténoses, donc c'est le profil un petit peu sténotique, et donc c'est l'impactation alimentaire, c'est la dysphagie. Donc, et ça va nous permettre de comprendre un petit peu la répartition des signes cliniques en fonction de l'âge. Donc chez le tout petit, c'est un phénotype inflammatoire, c'est plutôt l'inflammation de la muqueuse, ce qui explique un petit peu le refus de s'alimenter, les douleurs, les vomissements. Et puis un stade avancé chez les grands, c'est plutôt un profil fibrosténotique. Donc ce cas-là, donc on a des symptômes plutôt mécaniques, une dysphagie avec avoir une impaction. Les différents aliments peuvent être impliqués, le lait, le blé, les œufs, le poisson. Et dans l'interrogatoire, il faut toujours cette comorbidité allergique. Donc, rechercher s'il y a un terrain allergique. Ce n'est pas toujours, vous avez essayé les pourcentages, donc, mais il faut la rechercher. Quand on a un signe, donc quand il y a soit une atopie familiale ou personnelle, comme l'asthme, la rhinite, etc., c'est en faveur de diagnostic. Voilà les signes cliniques, les symptômes associés à l'œsophagite eosinophile. Chez l'enfant, c'est les douleurs abdominales, c'est les difficultés d'alimentation, ou bien le reflux, surtout le reflux qui persiste. Voilà, c'est cardiaque. Donc c'est un reflux qui n'est pas comme les autres. On peut avoir même une impaction alimentaire, parfois des corps étrangers sur un œsophage plus ou moins sain parfois. Donc il ne faut pas, ça pour les endoscopistes, on fait les biopsies systématiques quand il y a une symptomatologie œsophagienne, même si on n'a pas de lésion en faveur. Et chez l'adolescent et l'adulte, c'est surtout la dysphagie. Et d'ailleurs, maintenant, l'œsophagite eosinophile, c'est la première cause de dysphagie chez le grand enfant et chez l'adulte. Voilà. C'est juste pour tracer un petit peu ce profil clinique en fonction de l'âge, c'est très important. Voilà les signes cliniques en fonction de l'âge. Chez le tout petit, c'est le retard de croissance, le refus de l'alimentation, les vomissements, donc c'est très important. Donc chez le tout petit, donc c'est juste pour localiser un petit peu ces symptômes et penser au diagnostic. Quand on a des vomissements et ce retard de croissance, donc vomissement persistant, retard de croissance, ça nécessite une exploration, une endoscopie avec des biopsies. Qu'en est-il des aspects endoscopiques? On avait un exemple, vous avez tous les aspects, mais il y a carrément un scoring. Donc le score de référence, c'est l'REFS, le grade 0 concernant l'inflammation, la trachélisation, les lignées verticales et annulaires et la structure, c'est-à-dire la sténose. Voilà. On a vu ce schéma-là. Pour le diagnostic, je rappelle, c'est un trépied, donc il y a 3 piliers pour le diagnostic. Il y a la clinique, c'est la symptomatologie œsophagienne. Je rappelle, la symptomatologie œsophagienne, c'est la dysphagie, c'est le refus, c'est les vomissements. Le deuxième pilier, c'est l'endoscopie. On a des aspects particuliers, mais une endoscopie normale n'exclut pas le diagnostic. Et pour retenir le diagnostic, c'est l'histologie, d'ailleurs c'est la définition, et c'est l'exclusion d'autres diagnostics. Voilà, donc pour l'anapathe, donc les critères de diagnostic, c'est plus de 15 eosinophiles par champ, et quand on prend par millimètre, c'est plus de 60. On peut avoir même des micro-abcès à eosinophiles, une hyperplasie des couches basales de l'épithélium et une fibrose de la lamina appropriée. C'est une liste des diagnostics à exclure avant de retenir le diagnostic. En tant que pédiatre, donc un reflux atypique, un reflux gastro-œsophagien, donc il faut explorer et faire des biopsies. Et vous avez toute une liste des diagnostics auxquels il faut penser et éliminer. J'arrive un petit peu à la prise en charge, donc
rapidement, donc en se basant sur les recommandations de l'ESPGHAN, on a 3 moyens thérapeutiques. On a les stéroïdes, les corticoïdes topiques, on a les IPP et on a la diète, c'est-à-dire l'éviction des aliments incriminés. L'un ou l'autre. Et par la suite, en fonction de l'évolution, on peut passer à l'autre. Donc si on a commencé par les corticoïdes, ça n'a pas donné de résultat, on passe à l'éviction. Ou bien, après l'évaluation, c'est l'association de deux, avec une surveillance tous les 2 mois, voire des fibros de contrôle et des biopsies. Donc pour vous dire que même, c'est une maladie rare, mais parfois quand on l'a, donc la prise en charge est un petit peu lourde, nécessite des endoscopies itératives pour suivre un petit peu l'évolution. Là, est-ce qu'on peut avoir recours à d'autres spécialistes? Donc, oui, c'est très important, surtout chez le tout petit. Vous avez ici, donc, on peut faire appel à un allergologue, nutritionniste, parce que c'est des bébés qui ont une croissance qui n'est pas bien, où ils ont besoin, en cas de diète, d'un suivi, peut-être un endocrineur, pour vous dire que c'est une maladie multidisciplinaire. Voilà, à retenir. Donc, l'œsophagite eosinophile, elle est caractérisée par une inflammation avec des polynucléaires eosinophiles supérieurs à 15 par champ, ou bien 60 par millimètre, mais le plus utilisé, c'est par champ, donc les anatomopathologistes le répondent par champ. Il peut constituer la première cause de dysphagie chez le grand enfant. Chez le tout petit, je rappelle, donc, il faut toujours, quand il y a une difficulté alimentaire avec un retentissement sur la courbe pondérale, le diagnostic nécessite une endoscopie avec des biopsies, donc au moins 4 à 6. Et le traitement d'entretien est souvent nécessaire pour éviter la récidive ou l'aggravation. Les autres pathologies, donc, c'est une symptomatologie digestive, traînante. Ça nécessite quand même une exploration et faire des biopsies. Et la confirmation diagnostique, c'est l'histologie. Quand on a une périosínophilie au niveau de la muqueuse gastrique, vous avez les chiffres. Actuellement, il y a quelques temps, on n'avait pas de critères diagnostiques pour les colites eosinophiles, pour les gastrites eosinophiles. Maintenant, on a quelques repères pour pouvoir poser le diagnostic. Voilà, donc pour terminer, je peux dire que c'est une maladie rare, mais il faut savoir diagnostiquer. Donc c'est une maladie émergente, va devenir de plus en plus fréquente. Il faut faire une enquête alimentaire et en cas d'échec thérapeutique actuellement, il y a même la place pour la biothérapie. Et je vous remercie. Merci Sahida pour cet exposé. On parle d'une pathologie qui est de plus en plus fréquente, la pathologie eosinophile et en particulier l'œsophagite eosinophile. Est-ce qu'il y a une question? C'est Hamdouche. Vous voyez des cas tardifs au Maroc, certainement, qui viennent tardivement, un peu plus âgés, 4 ans, 5 ans peut-être. Et les complications, quelles sont les complications fréquentes, leur pourcentage? Est-ce que ça se limite aux sténoses? Et la corticothérapie, est-ce que, bon, on a fait quel type de corticothérapie? Comment vous la faites? On entend une corticothérapie peut-être locale ou générale, ou quelle durée? Les complications intéressent, vous parlez de la sténose peut-être, c'est ça. Donc c'est l'apanage de grands enfants et de jeunes adultes, donc c'est plutôt chez l'adulte. Donc nous dans notre série, on n'a pas de sténose, c'est des lésions, c'est vrai, avec la tracalisation. On peut avoir même un impact alimentaire sans vraiment une sténose, c'est-à-dire infranchissable à l'endoscopie. Voilà. Et pour le traitement, c'est vrai, la corticothérapie, on a des difficultés. C'est les aérosols
au lieu de les inhaler, de les avaler, il y a des méthodes, peut-être avec du miel, ou il y a des préparations au niveau des pharmacies, avec du saccharose, etc. Donc, jusqu'à présent, je ne suis pas tout nuance que il y a maintenant une forme galénique de corticoïdes topiques. C'est M. Tonion, donc la question pour la corticothérapie locale. Est-ce qu'il y a une... Jusqu'à présent, donc au Maroc, on ne dispose pas de... C'est Mustafa. Oui, c'est Taïrodon. Alors, pour les corticoïdes topiques, on peut utiliser aussi, c'est plus simple, le budesonide, qui est une solution qu'on peut mélanger avec la sucralose. Voilà, ou bien avec le Gaviscon, enfin le pansement. Et avec même de miel. Contact le plus longtemps possible avec la muqueuse œsophagienne. D'accord. Alors actuellement, il y a une présentation, on va dire, du budesonide sous forme de comprimés oraux dispersibles. Le Jorvesa, certainement, professeur Tounion va en parler, et qui serait un peu plus facile à utiliser, mais l'AMM, c'est pour les plus de 18 ans. Donc, mais sinon, chez le petit, enfin l'enfant plus petit, on peut prendre le budesonide. C'est 1 mg en 2 prises pour les moins de 10 ans, et c'est 2 mg en 2 prises pour les plus de 10 ans. Bon, il va falloir juste les mélanger avec la sucralose ou là le Gaviscon, et il faut prendre bien sûr après le repas. Alors la durée, c'est 8 à 12 semaines, Mustafa peut-être n'a pas trop détaillé, c'est 8 à 12 semaines pour traiter la poussée, puis après il va falloir faire un contrôle endoscopique pour s'assurer de la guérison, et puis après on étale le traitement à moitié de la dose initiale sur 8 à 12 mois minimum. Voilà. C'est un traitement topique, donc il n'y a pas vraiment de risque de passage systémique, il est relativement minime pour le moment, en tout cas d'après la LTA. Et bien entendu, l'exclusion des aliments incriminés. Voilà. Et pour répondre à la question de Si Hamdouche, c'est la sténose, il est l'apanage des enfants, comme a dit Hida. Le cas que j'ai présenté tout à l'heure, il date de 3 mois, il avait 15 ans, et particulièrement une sténose qui, quand je l'ai dilatée par ballonnet, ça se prête bien à la dilatation pneumatique. Bien sûr, conjointement, il y a le traitement et l'éviction. Je n'ai pas voulu parler de la prise en charge. J'ai rien à ajouter, vous avez été parfait, vous avez dit tout ce que j'allais dire, donc c'est exactement ça. La seule chose, c'est la durée du traitement. C'est vrai que c'est 8 à 12 semaines, mais ça récidive très fréquemment. Et moi, finalement, je les donne quasiment tout le temps maintenant. Les enfants arrêtent de même parce qu'ils en ont assez, ils récidivent et ils reprennent. Donc c'est des durées très prolongées. Et aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça peut guérir. Il y a parfois des guérisons spontanées qu'on ne sait pas pourquoi ni comment. Mais c'est souvent des traitements très prolongés de plusieurs mois. Ouais, je voulais insister un petit peu sur le diagnostic, parce que quand même, c'est rare pour le traitement. Une remarque par rapport à la décision de la diète. Oui. Juste par rapport au cas que tu as présenté, on pourra peut-être pas toujours se baser sur les tests cutanés pour décider de régime d'éviction. C'est juste une sensibilisation. Peut-être qu'on est tombé sur les bons, enfin les coupables, les aliments coupables, mais c'est-à-dire des tests positifs n'excluent pas en tout cas les autres aliments, et des fois on a du mal justement à instaurer un régime chez ces enfants. Mais sinon c'est le régime empirique. Je suis tout à fait d'accord, parce que pour faire une éviction totale de 6 aliments, c'est un petit peu... Quand on a une sensibilisation, on sélectionne, on commence... Voilà, donc ciblé pour... Excellent topo, c'est Haïda, comme d'habitude. Des situations pour lesquelles maintenant il faut penser. Moi, je voudrais dire un mot concernant le diagnostic des syndromes péri-eosinophiliques dans notre service. Et comme vous savez, maintenant, dans le service des maladies infectieuses, nous avons un étage entièrement dédié à l'infectiologie et à la pneumonie, et un étage entièrement dédié à l'immunologie clinique, où il y a Sadaqa Jaliya d'Ami Kollay et Alhamdulillah Walidea. Alors, pour le diagnostic, les syndromes péri-GE, c'est des choses très précises parce que c'est rare et parce que c'est trompeur. Trompeur, pourquoi? Parce que ce que nous voyons dans le sang des éosinophiles, c'est 1% de ce qui existe dans les tissus. 1%. Et donc, il faut attraper ces hyper-éosinophiliques. Et donc, la définition, c'est supérieur à 1500 dans le sang, mais à 2 prélèvements
à 1 mois d'intervalle. Sinon, c'est très difficile de... Et le syndrome hypériosinophilique, comme le tableau là qui est localisé d'organes, il faut, en plus d'un syndrome d'une hypériosinophilie, supérieure à 1500, il faut une atteinte d'organes qui est définie aussi comme un décès par des manifestations clinico-biologiques. Il faut qu'il y ait un problème. Et les problèmes cardiaques kénines et les problèmes, etc. En plus, il faut de l'histologie. Ou l'histologie, il y a des critères et parfois c'est un peu difficile dans les tissus. Et il faut se fier à l'histopathologiste quand il vous dit qu'il y a un peu plus trop que normalement. Sinon, c'est dans la moelle osseuse supérieure à 20%. Troisième chose particulière de l'enfant, plus l'enfant est jeune, plus dans le syndrome hypériosinophilique, on trouve des anomalies génétiques qui peuvent exposer à ça. Voilà, donc c'est notre petite expérience. Merci beaucoup. Juste un commentaire sur votre introduction. Juste pour faire la part des choses entre l'hypériosinophile digestive et le syndrome hypériosinophilique, pour ne pas sortir avec... Parce qu'on a essayé de voir un petit peu, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'eosinophilie sanguine et les périosinophilies tissulaires. Donc, on peut avoir des chiffres un petit peu augmentés, comme on peut avoir une périosinophilie tout à fait normale. C'est assez clair. Merci. Bon, je pense qu'on va arrêter. Ah oui, pardon. Peut-être une dernière question, c'est ça. Une dernière question. C'est Aziz. Merci, professeur Heda. J'ai une question. Est-ce que l'œsophage hypériosinophile peut être considéré à l'âge adulte comme un argument en faveur d'un cancer épidermoïde de l'œsophage à long terme? À l'âge adulte? Comme un cancer? Comme facteur de risque. Une œsophagite chez l'enfant? À long terme, oui. À ma connaissance, il n'y a pas de réponse à cette question comme un facteur. Non, non. Il confirme, Tonian, que non. Merci. Merci à tous et à demain. Donc, à demain à 9h. Donc, il y aura 2 ateliers très intéressants de pédagogie. Merci.